Tout a commencé pour un détail aussi insignifiant qu'une tasse de café. J'étais debout près du plan de travail de la cuisine, le soleil inondait la pièce à travers les fenêtres, le calme du matin régnait partout, et j'ai juste dit « Eh, chérie. Tu peux m'en faire un aussi ?» Amélie n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Fais-le toi-même », a-t-elle lancé sèchement. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Mais elle a reculé sa chaise brutalement et a foncé vers l'évier, marmonnant dans sa barbe comme si j'étais l'ennemi. J'ai haussé les sourcils. « D'accord, c'était quoi ça ?» ai-je demandé, essayant de rester léger. Elle s'est retournée brusquement, le regard perçant. « Tu fais toujours ça, Mathieu. Tu demandes des choses comme si j'étais ta serveuse. » Ça m'a pris de court. « Tu es sérieuse là ?» J'ai posé ma tasse, essayant de ne pas laisser la colère monter. « C'est une tasse de café, Amélie. » Je n'aboyais pas des ordres. Je parlais à ma femme. « Exactement, » a-t-elle dit, la voix montant d'un cran. « Ta femme, pas ta boniche. » Alors comporte-toi comme telle, les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Elle s'est figée. Je l'ai regretté instantanément. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai pris une respiration pour me calmer. Amélie, non. Tu sais quoi? Elle m'a coupé. Oublie. Tu ne le vois jamais, n'est-ce pas? Tu penses que juste parce que tu vas travailler et que tu paies les factures, tout le reste doit tourner autour de toi. J'ai serré la mâchoire. J'avais demandé une seule chose et soudain j'étais égoïste. Non, Mathieu, a-t-elle dit en faisant les 100 pas, tu es égoïste. Tu l'as toujours été. C'était la goutte d'eau. J'ai attrapé mes clés sur le crochet et j'ai secoué la tête. Je ne sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps, mais j'en ai marre de jouer aux devinettes. Si tu vas me traiter comme le méchant à chaque fois que j'ouvre la bouche, alors peut-être que je devrais aller m'aérer l'esprit ailleurs. Je me suis tourné vers la porte. Attends, Mathieu. Je me suis arrêté. Elle a couvert sa bouche avec ses 2 mains. Tout son corps tremblait alors que sa voix se brisait. Je suis enceinte. Les mots m'ont glacé sur place. Je me suis retourné lentement, comme si mon corps n'y croyait pas encore. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a levé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Je suis enceinte. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. La colère s'est dissipée en un instant. Tout ce que je pouvais voir, c'était elle, effrayée, vulnérable, portant ce secret comme s'il était trop lourd à porter seul. Mon souffle s'est coupé et, pendant une seconde, la cuisine n'a plus ressemblé à un champ de bataille. Je me suis approché et j'ai pris ses mains doucement. Amélie, c'est vrai? Elle a hoché la tête et avant que je puisse réfléchir, je l'ai attirée contre moi, je l'ai serrée si fort que je pouvais sentir les battements de son cœur. Je me fichais de la dispute, du ton, des cris. Plus rien de tout cela ne comptait. Mon monde venait de changer en une phrase. Je vais être papa, ai-je chuchoté. Elle a ri à travers ses larmes. Oui, c'est ça. J'ai fermé les yeux, le front contre le sien, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti un déclic. Je ne sais pas ce que c'était. De l'espoir, peut-être. Peut-être quelque chose de plus grand. Et à ce moment-là, tout ce que je pouvais penser c'était, tout est sur le point de changer. Je ne sais pas comment j'ai dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais. Le visage d'Amélie, mouillé de larmes, mais rayonnant de quelque chose de nouveau. Ce regard dans ses yeux, il n'avait pas été là depuis longtemps. Et maintenant, je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. J'avais l'impression de détenir un petit secret, trop grand pour qu'un seul cœur puisse le contenir. Le matin venu, je ne pouvais plus le garder pour moi. Je me suis assis à la table de la cuisine, au même endroit où nous nous étions disputés hier, mais cette fois je tenais mon téléphone, les mains tremblantes alors que je tapais les mots « Je vais être papa ». Je l'ai posté avec un grand sourire niais et j'ai changé ma photo de profil pour correspondre. En quelques secondes, les likes et les cœurs ont commencé à affluer. Amélie est passée avec son thé, apercevant mon téléphone. Vraiment, a-t-elle dit, un sourcil levé. Tu le postes déjà? J'ai souri. Trop tard. C'est public maintenant. Et puis, pourquoi le monde ne devrait-il pas le savoir? Elle a levé les yeux au ciel mais n'a pas pu s'empêcher de sourire. Tu es tellement ringard. Un ringard qui va être papa, ai-je dit fièrement,
en prenant une photo de ma tartine à moitié mangée. Légende, le plein d'énergie avant la future corvée de couches. Au travail, c'était comme si j'étais entré dans une nouvelle vie. J'ai à peine atteint mon bureau que Julie de la compta a passé la tête dans mon bureau. Mathieu, j'ai vu ton post. Oh mon Dieu, félicitations. Merci, Julie. Je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Garçon ou fille? J'ai haussé les épaules. On ne sait pas encore. On vient juste de l'apprendre. Elle a mis ses mains sur sa poitrine. C'est incroyable. Tu rayonnes. Ouais, j'ai remarqué ça aussi, a renchéri mon pote Damien depuis le couloir. Soit il va avoir un bébé, soit il vient d'avoir une augmentation. Des rires ont éclaté. Je prends les suggestions de prénoms, ai-je dit, brandissant un bloc-notes sur lequel j'avais déjà griffonné. Que pensez-vous du nom Hugo si c'est un garçon? Damien a fait la grimace. On dirait un nom de chien. J'ai ri. Alors peut-être que je l'appellerai Damien pour pouvoir l'appeler Déception à chaque Noël. Cela a provoqué un fou rire général. Vers l'heure du déjeuner, je me suis éclipsé vers la civette du coin. Je n'avais jamais été du genre à célébrer avec des cigares, mais ça semblait juste approprié. J'ai acheté un paquet classique. De retour au bureau, je les ai distribués comme des cadeaux de fête. C'est pas un peu vieux jeu, a plaisanté l'un des stagiaires. Exactement, ai-je dit. Je veux que mon enfant entende cette histoire un jour et lève les yeux au ciel. Le reste de l'après-midi, je me suis à peine assis. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Texto, commentaires, félicitations de cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Tout le monde voulait savoir, c'est pour quand? Tu veux un garçon ou une fille? Vous avez déjà choisi des prénoms? Je n'avais pas de vraie réponse, mais bon sang, j'adorais faire semblant d'en avoir. Je suis rentré plus tôt que d'habitude ce soir-là. J'avais les bras chargés, des cigares, un livre de prénoms de bébé, quelques bougies parfumées qu'Amélie adore, et un petit bracelet en argent gravé avec 2 mots, meilleure maman. Je suis resté devant la porte d'entrée une seconde, profitant de l'instant. La maison, le silence, le poids du moment. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais ancré. À l'intérieur de cette maison se trouvait mon avenir, ma famille, et j'étais prêt à tout leur donner. Je suis entré doucement, comme un voleur, tournant la clé lentement pour que la porte ne claque pas. Je voulais que ce soit parfait. Les bougies, le bracelet, ce stupide livre de bébé coincé sous mon bras comme une promesse. Puis j'ai entendu rire. Pas le rire doux et fatigué qu'Amélie a avec moi le soir. C'était un rire aigu, détendu, insouciant. Une voix de femme a dit, « Arrête. Tu es terrible. » Amélie a ri plus fort. Je suis sérieuse. Je suis enceinte de mon patron, et mon petit mari ne se doute de rien. Pendant une demi-seconde, mon cerveau a refusé de traiter les mots. Puis la pièce a explosé de rire. Oh mon Dieu, Amélie, a crié quelqu'un. Tu es horrible. Il pense vraiment que c'est le sien. Il l'a déjà posté sur Facebook. Je suis entré complètement dans le salon. Le silence s'est abattu brutalement. Amélie était sur le canapé entourée de 3 de ses amis. Verre de vin en l'air, sourire figé, bouches entrouvertes. Son visage s'est vidé de sa couleur si vite que ça m'a fait peur. J'ai posé les sacs doucement sur la table. Répète ça, ai-je dit calmement. Une amie s'est levée immédiatement. Mathieu, ce n'est pas, Amélie lui a lancé un regard. Non, non, c'est bon. Elle a ri nerveusement, se levant trop vite. C'était juste une blague. Tu sais comment elles sont. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Une blague, ai-je répété. Oui, a-t-elle dit rapidement. Humour noir. Stupide, je sais. On déconnait juste. Une de ses amies a chuchoté, Amélie. Quelle partie était la blague, ai-je demandé. La grossesse ou qui est le père? Ses lèvres tremblaient. Mathieu, arrête. Tu prends ça mal. J'ai hoché la tête lentement. Donc, ton patron n'est pas ton patron? Elle a dégluti. Si. Et le bébé? Sa voix a baissé. Est réel? La pièce semblait trop petite, trop étroite. Alors, éclairez-moi, ai-je dit doucement. De quoi riait-elle exactement? Personne n'a répondu.
Une amie a attrapé son sac à main. On devrait y aller. Ouais, a marmonné une autre. On est de trop. Elles sont passées devant moi sans me regarder. La porte s'est refermée derrière elle avec un clic doux qui a résonné plus fort qu'un coup de feu. Amélie a fait un pas vers moi. Mathieu, s'il te plaît. Tu sais que je ne ferai jamais. J'ai levé la main. Elle s'est arrêtée instantanément. Tu m'as laissé te serrer dans mes bras hier, ai-je dit. Tu m'as laissé croire quelque chose qui me faisait me sentir entier. Des larmes coulaient sur ses joues. J'avais peur. Je ne savais pas comment te le dire. Alors tu leur as dit à elle à la place. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a chuchoté, c'est juste arrivé. Je l'ai fixé un long moment. Puis j'ai pris le bracelet en argent sur la table et je l'ai remis dans le sac. J'en ai assez entendu, ai-je dit d'une voix égale. Mathieu, je ne crie pas, les jeux interrompus. Ça devrait te faire peur. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Cette maison me semble différente maintenant, ai-je dit, comme si je n'y avais plus ma place. C'est injuste, a-t-elle pleuré. Je n'ai pas ri, ai-je dit. Je n'ai pas plaisanté. Je n'ai pas menti. Elle s'est laissée glisser sur le canapé, sanglotant. S'il te plaît, ne pars pas, j'ai pris mes clés. Je ne reste pas, ai-je dit. Et je ne discuterai pas de ça ce soir. En sortant, je n'ai pas claqué la porte. Je n'en avais pas besoin. Il faisait déjà nuit quand je suis monté dans la voiture, les lampadaires défilant sur mon pare-brise alors que la banlieue lyonnaise devenait floue. Mes mains étaient serrées sur le volant. Trop serrées. Ma mâchoire me faisait mal à force de la contracter. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste conduit. Je me suis garé devant une maison à étages dans un quartier résidentiel calme. Pelouse parfaite, lumière du porche allumée, le genre d'endroit où rien de mal n'est censé arriver. Je suis resté assis là une minute entière, moteur tournant, cœur battant à tout rompre. Puis j'ai sonné à la porte. Des bruits de pas. La porte s'est ouverte. Une femme se tenait là en premier. Début de la quarantaine, regard doux, sourire confus. Oui. Avant que je puisse répondre, un homme est apparu derrière elle. Grand, bien habillé. Je l'ai reconnu instantanément d'après les photos de la soirée d'entreprise qu'Amélie m'avait montrée. Son patron, Antoine Lemercier. Je peux vous aider, a-t-il demandé, déjà irrité. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé la femme. Votre mari a mis ma femme enceinte. Le silence est tombé comme une enclume. Le visage de la femme s'est vidé de sa couleur. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est un mensonge, a aboyé l'homme. Sortez de ma propriété. J'ai avancé juste assez pour qu'il ne puisse pas fermer la porte. Demandez-lui, ai-je dit calmement. Demandez-lui pourquoi ma femme trouve ça drôle. Sa femme s'est tournée lentement. Drôle, a-t-elle chuchoté. De quoi parle-t-il? Mathieu, c'est ça, a dit l'homme entre ses dents. Vous êtes confus. Vous devriez partir. Elle l'a fixé. Tu connais cet homme? Il n'a pas répondu assez vite. C'était tout ce qu'il fallait. Son souffle s'est coupé. Oh mon Dieu. Il m'a poussé fort sur la poitrine. Sortez maintenant. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas élevé la voix. J'espère que la vérité vous tient chaud la nuit, ai-je dit doucement. Sa femme s'est effondrée contre le cadre de la porte, couvrant son visage alors qu'un son sortait d'elle, un son que je n'oublierai jamais. Pas un cri. Quelque chose de pire. Quelque chose qui se brise. Dis-moi que ce n'est pas vrai, a-t-elle pleuré. J'ai reculé, puis fait un autre pas. Je ne faisais plus partie de ça. J'ai marché vers ma voiture alors que les cris commençaient derrière moi. Je ne me suis pas retourné. David a ouvert la porte en pantalon de jogging, clignant des yeux. Mec, il est minuit. Je lui ai tendu mes clés. Je peux crècher ici? Il a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est écarté. Le canapé est à toi. Je me suis assis, fixant le mur. Tu veux parler? A-t-il demandé doucement. Non. Il a hoché la tête. Bière? J'ai secoué la tête.
David a jeté une couverture sur moi comme si j'étais un enfant et a éteint la lumière. Je suis là si besoin. Pendant 2 jours, j'ai à peine bougé. Mon téléphone vibrait. Je l'ignorais. David laissait de la nourriture sur la table. Je n'y touchais pas. Le 2e soir, il s'est assis en face de moi. Tu n'as pas apporté ça tout seul. J'ai finalement parlé. Ma voix semblait étrangère. Je n'ai rien fait de mal. David a dégluti. Non, tu n'as rien fait. J'ai fermé les yeux. Le silence semblait plus sûr que les mots. Le jardin de David avait ce confort simple de la banlieue. Des tables pliantes bon marché, une guirlande lumineuse qui pendait paresseusement le long de la clôture, l'odeur des merguez grillées flottant dans l'air. Des enfants couraient pieds nus dans l'herbe tandis que les voisins buvaient de la bière tiède dans des gobelets rouges. Je suis resté dans un coin, sirotant un soda, pas encore prêt à parler beaucoup. 2 jours de silence n'avaient pas réduit la douleur, mais l'avaient rendue plus calme. Gérable, peut-être. David a passé son bras autour de mon épaule et a souri. Tu es là. C'est un début. Je ne suis pas venu pour la salade de riz, ai-je marmonné. Tu n'es venu pour rien. C'est moi qui t'ai traîné ici. Il n'avait pas tort. Un groupe de femmes près des chaises longues chuchotaient, leurs yeux se tournant vers moi comme si j'étais un fantôme égaré dans leur barbecue. David a suivi mon regard. Ignore-les. C'est qui? Il a soupiré. Des amis d'Amélie, en quelque sorte. Elles sont venues avec Mélanie. Je connaissais Mélanie. Elle était l'une de celles qui riaient ce soir-là. Les chuchotements sont devenus plus audacieux, puis plus forts. Je pense juste que c'est pathétique. C'est tout. L'une d'elles a dit, n'essayant même plus de se cacher. Il part dès que les choses se compliquent. C'est Amélie qui porte l'enfant, a ajouté une autre, la voix dégoulinante de mépris. Je veux dire, les vrais hommes ne s'enfuient pas, surtout d'une femme enceinte. C'était trop. Je me suis levé lentement et j'ai tapoté mon gobelet avec une fourchette. Les tintements ont fait taire la fête. Les gens se sont tournés, les enfants se sont calmés, les conversations se sont arrêtées. J'ai regardé directement les femmes près des chaises. Je veux dire quelque chose, ai-je dit. Juste très vite. David a hoché la tête depuis le barbecue. Vas-y, je me suis éclairci la gorge. Ma voix était calme, mais chaque syllabe pesait lourd. Il y a 2 soirs, je suis rentré chez moi, notre maison, pour surprendre ma femme avec des bougies, un bracelet et un livre de prénoms de bébé. La foule était immobile, et je l'ai entendu rire avec certaines d'entre vous. Je me suis tourné légèrement vers Mélanie en disant « Je suis enceinte de mon patron, et mon petit mari ne se doute de rien ». Le visage de Mélanie est devenu rouge écarlate. Elle l'a dit comme une blague. Vous avez toutes ri comme si c'était un spectacle. Comme si la trahison était un divertissement. J'ai fait une pause. Alors non, je ne suis pas parti parce que c'était difficile. Je suis parti parce qu'on m'a menti. Humilié. Dépouillé de chaque morceau de confiance que j'avais construit dans cette relation. Un silence de mort est tombé sur la foule. J'ai regardé le groupe de femmes. Si vous voulez la défendre, très bien. Mais ne déformez pas l'histoire. Soudain, Mélanie a foncé vers moi. Comment oses-tu apporter ça ici, a-t-elle craché. Et avant que je puisse reculer, clac. Sa main a percuté mon visage, vif et brûlant. Des halètements ont parcouru le jardin. David était là en quelques secondes, saisissant son poignet. Sors, a dit David. Non, toi et ton petit cercle de commères. Dehors, maintenant. Nous étions invités, a-t-elle protesté. Et je vous désinvite, a-t-il grogné. Prenez votre pitié pour les menteuses et dégagez de ma pelouse. Le groupe a trébuché, marmonnant des insultes et des excuses, attrapant sacs et boissons en partant. Une fois le portail claqué derrière elle, personne n'a parlé pendant un long moment. Puis David a regardé autour de lui et a dit fort, maintenant que la partie moralement faillie de la liste des invités est partie, qui veut des côtes de porc? Quelques rires ont percé la tension. Le soulagement s'est installé dans l'air, maladroit mais honnête. Quelqu'un à l'autre bout du jardin a crié, « Eh mec, je suis désolé. Je ne savais pas. C'est dégueulasse. » J'ai hoché la tête une fois, n'ayant pas besoin de plus. Le reste de la soirée s'est écoulé par vagues lentes et fatiguées.
Quelques personnes sont venues me taper sur l'épaule ou me serrer la main. Personne n'a posé de questions. Personne ne m'a dit de voir les deux côtés des choses. Et pour la première fois depuis cette dispute dans la cuisine, j'ai ressenti quelque chose proche de la paix. Pas le pardon, mais peut-être le début de la clarté. Le lendemain matin, je me suis retrouvé devant un immeuble de bureaux en briques beige coincé entre un cabinet dentaire et un vieux café en centre-ville. Une plaque discrète indiquait « Maître Élise Durand, avocate ». Je l'ai fixée une longue minute avant d'entrer. La secrétaire à l'accueil n'a pas posé de questions. Elle m'a juste tendu un formulaire et a dit « Vous êtes la consultation de midi ?» J'ai hoché la tête même si ma voix semblait coincée quelque part entre ma poitrine et ma gorge. 10 minutes plus tard, la porte a grincé et une femme est entrée. La cinquantaine, tailleur griffère, pas de maquillage, des yeux qui semblaient avoir déjà vu tous les types de mensonges que le monde pouvait offrir. « Monsieur Faure » a-t-elle demandé en tendant la main. Élise Durand, entrez. Son bureau était propre. Trop propre. Un seul cadre photo trônait sur son bureau. Pas de famille, juste une citation, « La vérité n'est pas douce, mais elle libère ». Elle s'est assise en face de moi, a sorti un bloc-notes. Je vous écoute. Je lui ai tout raconté, de la demande de café qui a viré à la dispute, à l'étreinte dans la cuisine, jusqu'au rire et à la phrase qui m'a brisé. Je suis enceinte de mon patron et mon mari ne se doute de rien. Elle n'a pas réagi, n'a pas hoché la tête, n'a pas scié, elle a juste écrit. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à sa chaise. Je ne prends pas souvent les affaires de paternité. Trop de gens mentent. Et franchement, les hommes attendent trop longtemps pour agir. Je ne suis pas là pour jouer la victime, ai-je dit. Elle a haussé un sourcil. Bien, parce que ça n'aide pas au tribunal. Je veux juste connaître la vérité. Maître Durand a tapoté son stylo sur le bureau. Très bien, première chose. Nous allons demander l'accès à vos relevés de déplacement, vos feuilles d'heure, bornage téléphonique, et nous demanderons les dossiers prénataux d'Amélie via le tribunal. Elle ne m'a donné aucun dossier. Nous ferons une requête, a-t-elle dit vivement. Et si elle refuse, cela nous dira quelque chose aussi. J'ai dégluti. Combien de temps cela prendra-t-il? Elle m'a regardé directement. La vérité avance lentement, mais elle avance. La semaine suivante fut un chaos de paperasse, de signatures et de silence tendu. David m'a aidé à déterrer des reçus de voyage et à transférer toutes les vieilles invitations de calendrier qu'il pouvait trouver de notre voyage d'affaires à Paris. J'étais parti presque 2 semaines complètes mi-juin. La première échographie d'Amélie datait du 14 juillet. Lorsque Maître Durand a obtenu l'estimation de la date de conception par l'hôpital, elle m'a demandé de venir. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je suis entré dans son bureau. Elle n'a pas dit bonjour, elle a juste glissé un dossier cartonné sur le bureau. Regardez. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une seule phrase surlignée du rapport médical. Conception estimée, 12 au 18 juin. Mon estomac s'est noué. Paris, séminaire d'entreprise, 10 au 24 juin. J'ai levé les yeux, la bouche ouverte. Aucun mot n'est sorti. Maître Durand a posé son stylo doucement. Vous étiez hors de la ville. J'ai cligné des yeux. Elle n'est jamais venue vous voir, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. On a fait des fastimes. C'est tout. Elle a hoché la tête une fois, le regard plus doux maintenant. Mathieu, biologiquement, vous ne pouvez pas être le père. Je n'ai pas parlé. Pas au début. J'ai juste fixé les mots dans ce dossier, comme si regarder assez fort pouvait faire bouger la date, mais ça n'a pas bougé. La pièce semblait froide. Je pensais que je récupérais ma vie, ai-je dit doucement. Je pensais que cela allait réparer quelque chose entre nous. Maître Durand a croisé les mains. Certaines vérités guérissent. D'autres vous libèrent d'un faux espoir. J'ai laissé échapper un souffle qui semblait piégé depuis des semaines. Ce n'était pas juste une trahison. C'était une certitude. Une certitude impitoyable et indéniable. Et d'une certaine manière, ça faisait encore plus mal. Pendant que nous sommes ici, s'il vous plaît appuyez sur like et faites-moi savoir que vous êtes avec moi. Je me suis garé quelques maisons plus bas et j'ai fait le reste du chemin à pied. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que je ne voulais pas que les voisins jettent un coup d'œil à travers leur store, me regardant porter un sac hors de la maison que j'appelais la mienne. Le soleil était encore haut,
projetant de longues ombres sur le porche. Le même porche où nous avions sculpté des citrouilles, où nous avions accroché des lumières de Noël, où Amélie avait un jour dansé pieds nus avec une bouteille de vin à la main lors de notre premier Nouvel An. Maintenant, cela ressemblait juste à une scène où la mauvaise pièce avait été répétée. Je n'ai pas frappé. Ma clé fonctionnait toujours. Mais à la seconde où je l'ai tournée dans la serrure et entrebâillé la porte, elle était là. Amélie, comme si elle avait guetté le bruit toute la journée. Mathieu, attends. Je me suis figé, la main toujours sur la poignée. Elle s'est avancée, bloquant l'entrée. Ses yeux étaient cernés de rouge, mais elle s'était coiffée. Elle portait le collier que je lui avais offert il y a 3 Noëls. Comme si elle ressemblait à un souvenir, je reviendrais dedans. J'ai juste besoin de quelques affaires, ai-je dit, la voix plate. On peut parler? Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je l'ai fixé, puis j'ai fait un petit signe de tête et je suis entré. La maison sentait le nettoyant au citron. Les comptoirs étaient immaculés, tout était trop à sa place. Je pouvais sentir le désespoir dans la façon dont la pièce avait été récurée. Je suis passé devant elle vers la chambre. Elle a suivi. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-elle dit. On peut arranger les choses. Les gens font des erreurs. Je me suis tourné juste assez pour la regarder. Les erreurs sont une chose, ai-je dit. Mais tu n'as pas trébuché pour tomber dans le lit d'un homme. Elle a détourné le regard. J'ai ouvert le placard, sorti un sac de sport que j'avais laissé, commencé à emballer, juste l'essentiel, quelques chemises, des chaussettes, le sweat à capuche qu'elle volait quand elle avait froid. Mathieu, arrête. Elle s'est mise devant moi à nouveau. Ses mains ont attrapé mon bras. Il est à toi, a-t-elle dit soudainement. Le bébé, je le jure devant Dieu. J'ai libéré mon bras. Elle a tendu la main à nouveau. J'ai merdé, d'accord? Mais je te dis la vérité maintenant. Je ne savais pas comment te le dire. Je pensais que si je gardais le silence, peut-être qu'on irait bien. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai dit les mots que je retenais depuis que Maître Durand m'avait montré ce dossier. Les femmes savent toujours qui est le père, Amélie. Tu espérais juste que je ne le saurais jamais. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Tu n'as pas menti parce que tu étais confuse, ai-je ajouté. Tu as menti parce que la vérité était gênante. Elle s'est effondrée instantanément. Ses genoux ont lâché. Elle a glissé au sol, les 2 mains couvrant son visage. Je ne voulais pas, a-t-elle sangloté. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Je me suis accroupi, pas pour la réconforter, mais parce que je voulais qu'elle m'entende à mon niveau. Les résultats du tribunal sont en route, ai-je dit doucement. Mais tu sais déjà ce qu'ils diront. Ses larmes trempaient ses manches. Je me suis levé, j'ai jeté le sac sur mon épaule. Elle n'a pas essayé de m'arrêter cette fois. Elle est juste restée assise là sur le parquet, pleurant dans le silence. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Pas par regret, mais pour m'assurer qu'elle comprenne quelque chose de définitif. Tu ne nous as pas juste brisés, Amélie. Tu nous as enterrés. Et j'ai fini de fouiller dans les décombres pour essayer de trouver quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. Je suis sorti et je ne me suis pas retourné. Cette fois, la porte n'a pas résonné. Elle s'est juste fermée. La salle d'audience était plus calme que je ne l'imaginais. Pas de coups de marteau, pas de halètement dramatique, juste le doux bourdonnement de la climatisation et le froissement occasionnel du papier. Cela ressemblait moins à la justice qu'à une salle d'attente de médecins. Stérile, mesurée. J'étais assis les mains croisées sur mes genoux. Un homme ne cherchant plus à gagner, juste une fin claire. Amélie était déjà là quand je suis entré. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, pas en taille, juste en présence. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle triturait un mouchoir. Elle n'a pas croisé mon regard. Elle ne l'avait pas fait depuis cette nuit où j'avais fait mes valises. Maître Durand s'est assise à côté de moi, feuilletant ses notes comme si c'était un mardi ordinaire. Pour elle, c'en était peut-être un. Puis le juge est entré. Costume gris, lunettes à monture fine, un ton calme qui ne laissait aucune place au drame. Dossier fort contre fort, requête en divorce. Le greffier a hoché la tête. Les 2 parties sont présentes. Le juge s'est tourné vers moi en premier. Monsieur Faure,
vous avez soumis une chronologie des déplacements professionnels chevauchant la période de conception estimée de l'enfant en question. Maître Durand a également fourni les évaluations de datation ADN des dossiers médicaux. Il a baissé les yeux sur le papier et a lu. Conception probable survenue entre le 12 et le 18 juin. Vous étiez à Paris pour le travail pendant cette période. Oui, votre honneur, ai-je répondu. Amélie a tressailli légèrement, comme si les mots piquaient plus venant d'un juge que de moi. Le juge s'est tourné vers elle. Madame Faure, contestez-vous la chronologie? Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est venu. Finalement, sa voix s'est brisée à travers le silence. Non, je ne la conteste pas, il a hoché la tête. Souhaitez-vous faire une déclaration? Elle a serré le mouchoir plus fort, déjà trempé. J'ai menti, a-t-elle dit doucement. J'avais peur. Je pensais que si je le disais assez de fois, peut-être que cela deviendrait vrai. Je ne voulais pas le perdre, mais je l'avais déjà perdu. Le juge lui a laissé un moment, puis s'est tourné vers la paperasse. Les deux parties ont convenu de partager les biens communs équitablement, a-t-il continué. Monsieur Faure a demandé à ne conserver que ce qu'il a personnellement acquis avant le mariage. Il n'y a pas de litige sur cet arrangement. Maître Durand s'est penché et a chuchoté, vous êtes sûr de ne pas vouloir vous battre pour plus? J'ai secoué la tête. Je ne suis pas là pour ces meubles. Le juge a tamponné le dossier avec un bruit sourd et l'a tendu au greffier. Divorce accordé, a-t-il dit simplement. Effectif immédiatement. Amélie a pressé le mouchoir contre sa bouche pour étouffer un sanglot. J'ai pris le stylo que le greffier m'offrait et j'ai signé le décret sans hésitation. Puis je me suis levé, j'ai hoché la tête poliment vers le juge, et je suis sorti. Pas de théâtre, pas de voix élevées, pas de dernier mot d'adieu, juste de la paperasse, juste une clôture. Dehors, l'air était frais, le vent tirant doucement sur ma chemise. Je me suis arrêté un instant sur les marches du palais de justice, j'ai levé les yeux vers le ciel gris pâle, et j'ai laissé mes poumons se remplir. Ce n'était pas du soulagement. Pas encore. Mais c'était une finalité, et pour l'instant, c'était suffisant. Maître Durand m'a appelé 3 jours après que l'encre a séché sur les papiers du divorce. J'étais de retour chez David, l'aidant à passer le nettoyeur haute pression sur la terrasse. Mon téléphone a vibré dans ma poche, et j'ai failli laisser aller sur la messagerie, mais quelque chose m'a dit de répondre. Mathieu, a-t-elle dit de ce ton plat qui est le sien. Il y a une audience de paternité prévue vendredi. Le patron d'Amélie est cité. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. C'est un dossier public. Vous n'êtes pas obligé d'être là, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être l'entendre de la bouche d'un juge. Je n'ai pas répondu. Elle a ajouté, il conteste la responsabilité. Apparemment, il joue la carte du ça pourrait être n'importe qui. Ça vous dit quelque chose? J'ai laissé échapper un petit souffle. Trop familier. Ce vendredi-là, je suis entré dans le même palais de justice, une salle d'audience différente, le même éclairage froid. Cette fois, je me suis assis au fond. Je ne portais pas de costume, juste un jean et une chemise en flanelle. Je ne faisais plus partie de l'histoire. J'étais juste là pour la voir finir. Amélie était assise devant avec un avocat différent, un jeune type zélé avec trop de gel dans les cheveux. Elle avait l'air fatiguée, pas brisée, juste usée comme une personne qui a fui la vérité et a finalement heurté un mur. Et puis il est entré. Le patron, Antoine Lemercier, portant un costume sur mesure, vérifiant sa montre comme si c'était une audience pour une contravention de stationnement. Son avocat avait l'air encore pire, lisse, suffisant, et en faisant trop. Quand le juge est entré, la salle s'est calmée rapidement. Ce tribunal examine la question de la paternité et de l'obligation financière dans l'affaire Amélie Faure et Antoine Lemercier. Elle a commencé à feuilleter le dossier. Selon les résultats ADN ordonnés par le tribunal et soumis la semaine dernière, Monsieur Lemercier a été confirmé comme le père biologique avec 99% de certitude. Lemercier n'a pas scié. Amélie a fermé les yeux. Le juge a continué, compte tenu des résultats et de la chronologie fournie par les deux parties, Monsieur Lemercier sera tenu de payer une pension alimentaire conformément à la loi. L'avocat de Lemercier s'est levé, Votre honneur, mon client est prêt à se conformer aux obligations financières, mais nous voudrions que le tribunal reconnaisse qu'aucune relation à long terme n'existe entre ces parties et qu'il n'y aura aucune poursuite légale pour un mariage ou une garde partagée au-delà de la contribution financière requise. Le juge a froncé les sourcils.
Ce n'est pas à vous de le déclarer, maître. Le tribunal n'est pas là pour organiser un mariage. Le Mercier a marmonné juste assez fort pour que la salle d'audience l'entende, je paierai la pension, mais je ne l'épouse pas, Amélie n'a pas réagi, pas avec des mots en tout cas. Sa tête s'est légèrement inclinée, ses épaules se sont tendues. Elle a pressé ses lèvres ensemble comme si elle retenait tout ce qui voulait exploser. Le juge a regardé vers elle. Madame Faure, souhaitez-vous vous adresser au tribunal? Elle a secoué la tête. Le silence s'est installé à nouveau, mais ses yeux se sont tournés vers moi. Je l'ai vue claire comme de l'eau de roche à travers la pièce. Elle savait que j'étais là. Elle le savait probablement depuis le moment où elle était entrée, et maintenant elle me regardait comme si la pièce était vide. Et c'était la dernière chose qu'elle pourrait jamais dire, mais elle ne l'a pas dite. Son regard était plein de choses qu'elle ne pouvait pas exprimer. Regret, honte, peut-être quelque chose proche de l'excuse. Je n'ai pas répondu à son regard, pas par cruauté, mais parce que ce chapitre n'était plus le mien à lire. Le juge a frappé un coup de marteau. L'audience est levée. Le Mercier est sorti le premier, rapidement, comme si la vérité ne pesait rien pour lui. Amélie est restée assise un moment de plus, me regardant toujours. Puis lentement, elle s'est levée et est partie sans un mot. Et je suis resté assis longtemps après que la salle d'audience se soit vidée. Pas parce que j'avais besoin de quelque chose d'elle, mais parce que je voulais ressentir ce que c'était que d'être celui qui restait enfin calme quand le monde de quelqu'un d'autre s'effondrait. La cloche au-dessus de la porte de la brasserie a tinté, comme elle le faisait depuis les années 70. Je venais ici depuis la fac. Des œufs pas chers, du café à volonté, et une sorte de silence qui ne demandait rien en retour. J'étais déjà à notre table habituelle quand David s'est glissé en face de moi, brossant encore la pluie de ses manches. Il m'a regardé une seconde avant de parler. « Tu as l'air humain à nouveau », a-t-il dit. J'ai eu un sourire en coin. Merci de placer la barre si bas. La serveuse, Josiane, qui se souvenait toujours de nos noms, est passée avec 2 tasses ébréchées et une cafetière fraîche. Vous voulez manger ou juste le mélange thérapie? Juste le café, ai-je dit. David a hoché la tête. Faites-le fort. Il recommence enfin à prononcer des mots. Elle a souri gentiment et s'est éloignée, nous laissant dans un cocon de lumière chaude et de bruit de couvert. David s'est penché en avant, m'étudiant. Alors, tout est réglé. Le tribunal a dit que c'est fini. J'ai répondu, papier signé. Garde décidée, paiements arrangés. Tu es allé à l'audience de paternité? J'ai hoché la tête une fois et il a demandé. J'ai pris une gorgée lente avant de répondre. Ce n'était pas une surprise. C'était juste définitif. David a baissé les yeux sur la table, traçant le bord d'un sachet de sucre avec son doigt. Mec, je dois être honnête. Je ne pensais pas que tu t'en sortirais debout. Ouais, ai-je murmuré. Moi non plus. Il a croisé mon regard à nouveau. Alors, comment ça va? Vraiment? Il y a eu une pause assez longue pour laisser l'air retomber. Puis je l'ai dit doucement mais clairement. Il vaut mieux vivre avec une vérité amère qu'avec un doux mensonge. David a laissé échapper un souffle lent et a hoché la tête presque comme un applaudissement silencieux. Tu sais, a-t-il dit, la plupart des gars à ta place auraient fait quelque chose d'imprudent, auraient pété les plombs, seraient devenus méchants. Tu ne l'as pas fait. J'y ai pensé, ai-je admis. Mais je pense que les dégâts étaient assez bruyants sans que j'ajoute plus de bruit. Nous sommes restés assis en silence un moment, sirotant juste le café, laissant le calme porter une partie du poids. De l'autre côté de la fenêtre, la pluie avait ralenti pour devenir une bruine douce. À l'intérieur, le cliquetis de la vaisselle, le sifflement du percolateur, le doux bourdonnement de la vie qui continue. Tout cela semblait distant mais rassurant. David s'est éclairci la gorge. Alors, et maintenant? Je ne sais pas, ai-je dit. Dormir, travailler, peut-être acheter une nouvelle cafetière. C'est ton grand plan pour l'instant? Il a gloussé. Tu vas vraiment bien? J'ai réfléchi à ça une seconde. Non, ai-je répondu. Mais ça viendra. Nous sommes restés là un peu plus longtemps. Pas de grands discours, pas de moments dramatiques, juste 2 amis buvant du café dans une banquette tranquille par un matin gris. L'un d'eux un peu plus entier qu'il ne l'avait été la semaine précédente. Et peut-être que c'était suffisant. C'était une de ces après-midi chaudes où le soleil frappe juste comme il faut sur le bitume,
assez brillant pour piquer les yeux, assez calme pour entendre ses propres pas. Je venais de charger un sac de courses dans le coffre et je glissais le chariot dans la consigne quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Mathieu. Je me suis retourné. Elle était là, Amélie. Cheveux bouclés parfaitement, maquillée comme si elle avait un rendez-vous chic, lunettes de soleil repoussées sur la tête. Derrière elle, un SUV noir flambant neuf brillait sous le soleil, poli et fier comme s'il avait quelque chose à prouver. Je ne l'avais pas vue depuis des mois. Elle avait l'air bien et cela m'a surpris plus que ça n'aurait dû. Salut, ai-je dit aussi calmement que possible. Elle a fait un pas envers moi, les mains dans les poches de son manteau beige de marque. Je ne pensais pas te croiser ici. C'est juste des courses, ai-je dit avec un haussement d'épaule. Elle a eu un rire doux. C'est vrai. Il y a eu un moment d'immobilité. Aucun de nous ne sachant quelle distance laisser. Puis elle a incliné la tête légèrement. J'ai entendu dire que tu avais déménagé de chez David. C'est fait. Tu t'en sors bien? J'ai hoché la tête une fois. Ouais. Elle a baissé les yeux une seconde, puis m'a regardé. Les choses ont été différentes. Je veux dire, le règlement a aidé. Et Antoine, il fait ce qu'il est légalement censé faire financièrement du moins, elle a fait un geste vers le SUV comme si le véhicule lui-même répondait à une question que je n'avais pas posée. Mais ce n'est pas ce que je pensais que ce serait, a-t-elle ajouté, sa voix plus calme maintenant. Il se pointe avec de l'argent, mais pas grand-chose d'autre. Il n'appelle pas, ne demande pas, je n'ai pas répondu. Elle a continué, le bébé est en bonne santé, magnifique. Il a ses yeux qui n'appartiennent pas à Antoine. Ils sont doux, pensifs, le genre qui te suit dans la pièce comme s'ils attendaient quelque chose. Chaque fois qu'il me regarde, c'est comme s'il posait une question à laquelle je ne sais pas répondre. Sa voix s'est brisée très légèrement. Je pensais juste que si je pouvais lui donner une belle vie, peut-être que ça rendrait les choses meilleures, plus faciles. Mais l'argent ne le serre pas dans ses bras quand il pleure à 3 heures du matin ni ne lui dit qui il est ou d'où il vient. Je n'avais toujours pas dit un mot. Elle m'a regardé à nouveau, vraiment regardé et a demandé, « Est-ce que tu me détestes ?» J'ai secoué la tête lentement. Non. Alors qu'est-ce que tu ressens quand tu me vois? J'ai réfléchi à ça pendant une longue seconde, puis j'ai répondu, « Je suis content que tu ailles bien. » Elle a cligné des yeux, surprise, attendant peut-être plus, espérant peut-être, mais je ne lui ai rien donné d'autre. J'ai jeté un coup d'œil au ciel, puis vers ma voiture. Je devrais y aller. Elle a hoché la tête, les lèvres serrées. Prends soin de toi, Amélie. Toi aussi, a-t-elle dit doucement. Je suis monté, j'ai fermé la porte et j'ai reculé sans regarder dans le rétroviseur. Alors que je m'éloignais, je l'ai vu dans mon rétroviseur latéral, toujours debout là, immobile, regardant la voiture disparaître à travers le parking comme si c'était la dernière ligne d'un livre qu'elle avait déjà relu trop de fois. J'ai tourné au coin et laissé la lumière du soleil frapper mes mains sur le volant. Tout ce que je pouvais penser c'était, tu peux acheter une meilleure voiture, une plus grande maison, une vie qui semble plus brillante sur les photos. Mais tu ne peux pas racheter les gens qui étaient autrefois autour de ta table, ou le genre d'amour qui te faisait confiance avec son silence. Tu ne peux pas acheter la paix. Certaines choses ne s'obtiennent qu'une fois, et si tu les échanges contre du confort, tu passeras le reste de ta vie à les voir dans les yeux de quelqu'un d'autre. C'était la fin de mon histoire. Amélie ne m'a plus jamais adressé la parole après ce jour sur le parking.